Est-ce que vous avez déjà ressenti dans un instant de solitude cette douleur presque sourde qui vous envahit lorsque vous réalisez que vous êtes tout le temps disponible pour les autres, mais jamais pour vous-même? C'est un paradoxe insidieux, n'est-ce pas? On nous apprend dès le plus jeune âge à être là pour les autres, à répondre à leurs attentes, à être disponible. Et pourtant, chaque fois que nous cédons à cette demande constante, quelque chose de fondamental semble se briser en nous. Ce n'est pas juste la fatigue physique ou la surcharge mentale. Il s'agit de quelque chose de plus profond, un vide qui ne peut être comblé par des attentions extérieures. C'est comme si, en répondant toujours à l'appel des autres, nous perdions un peu de notre propre essence. Dans une société où la vitesse et l'instantanéité régissent nos vies, où l'on nous dit sans cesse que notre valeur réside dans notre capacité à être présent et performant, il devient difficile d'imaginer autre chose. Nous sommes accrochés à un idéal de productivité et de service à autrui, croyant que ce sacrifice de soi est une forme de vertu. Pourtant, à quel prix? Le concept de disponibilité infinie n'est pas nouveau, mais il a pris une forme particulièrement toxique dans notre époque numérique. Chaque notification, chaque message, chaque demande qui surgit sur notre écran semble nous rappeler que notre devoir, notre place, est d'être présent à tout moment. Et si nous nous retirons, même brièvement, nous nous sentons coupables, comme si nous abandonnions quelque chose ou quelqu'un. L'angoisse de l'abandon de l'autre nous hante plus souvent que nous ne voudrions l'admettre. Mais et si tout cela était précisément ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes, et si en étant toujours là pour les autres, nous perdions en réalité notre propre direction, c'est là que la pensée de Carl Jung entre en jeu. Jung parlait de l'importance de la réalisation de soi à travers l'individuation, un processus où l'on cesse de jouer un rôle dicté par les attentes sociales pour devenir pleinement soi-même. La question qui se pose alors est la suivante. Pouvons-nous vraiment nous découvrir si nous ne faisons jamais une pause, si nous ne cessons jamais d'être disponibles pour les autres? Imaginez un instant. Vous êtes toujours là, toujours prêt à répondre aux autres, mais vous ne vous connaissez plus vraiment. Peut-être avez-vous déjà eu ce sentiment, cette déconnexion intérieure, ce vide, soudain où vous vous demandez « Qui suis-je réellement quand personne ne me regarde ?» Si tout ce que vous faites est dicté par les besoins externes, comment pouvez-vous savoir qui vous êtes au fond de vous-même? Ce paradoxe, ce combat silencieux, est au cœur de l'expérience humaine moderne. D'un côté, on nous dit qu'il est essentiel de répondre aux besoins des autres, de s'engager sans réserve d'être là tout le temps. De l'autre, l'âme, la psyché humaine, a un besoin fondamental de se retirer, de s'isoler, de se reconnecter avec elle-même pour se comprendre et se redéfinir. Lorsque Jung affirme que tout change quand tu cesses d'être toujours disponible, il nous invite à remettre en question ce que cela signifie réellement d'être disponible. Est-ce un acte de générosité ou est-ce un masque derrière lequel nous nous cachons, nous noyant dans les attentes des autres pour ne pas affronter les nôtres? Au fond de nous, nous savons tous que cette disponibilité constante a un prix. Et ce prix, souvent, n'est pas monétaire ni même physique. Il est intérieur. C'est un prix psychologique. C'est la perte progressive de la capacité à se reconnecter avec soi-même, la dilution de notre propre voix intérieure dans un océan de voix extérieures. Ce processus insidieux et lent nous transforme en spectateurs de notre propre vie. Et lorsque le temps viendra où nous serons enfin seuls, nous nous retrouverons face à un immense vide, un silence accablant, un manque de soi. Qu'est-ce que cela signifie de ne plus être toujours là, de s'éloigner volontairement des attentes incessantes? Et si en arrêtant d'être constamment disponible, nous faisions en réalité le plus grand acte d'amour que nous puissions offrir, non seulement à nous-mêmes, mais aussi aux autres? Ce questionnement ouvre la voie à une exploration plus profonde. Pour comprendre ce qui change quand on cesse d'être toujours disponible, il nous faut aller au cœur même de la psyché humaine, explorer ses tensions, ses contradictions et ses vérités cachées. Nous vivons dans un monde où l'accessibilité constante est devenue un principe fondamental. Être là pour les autres, répondre immédiatement, être disponible à toute heure, voilà la norme. Et pourtant, ce mode de vie est en train de nous épuiser lentement, mais sûrement. Paradoxalement, plus nous nous offrons aux autres, plus nous nous éloignons de nous-mêmes. Il existe un mythe très puissant dans notre société moderne, celui de l'individu qui est toujours disponible, toujours prêt à écouter, à aider, à répondre. Mais ce mythe cache une vérité plus sombre, une réalité que peu osent affronter: l'épuisement de soi.
Imaginez-vous dans un moment où vous êtes entouré par les attentes des autres. Votre téléphone vibre en permanence des messages, des appels, des notifications. Chaque vibration est comme un appel à la rescousse, une invitation à sortir de votre propre espace mental pour entrer dans celui des autres. Et vous répondez encore et encore. Vous êtes là. Vous êtes disponible. Mais pour qui êtes-vous vraiment là? La société, dans sa quête incessante de performance et de productivité, a instauré un principe cruel, celui de l'instantanéité. Le temps d'attente est perçu comme une faiblesse, un retard dans l'accomplissement des tâches, un signe de désintérêt ou d'indifférence. Il n'y a plus de place pour l'isolement, pour la pause, pour l'introspection. Nous devons être là toujours, à chaque instant, prêts à satisfaire la moindre demande. Cette logique est poussée par la technologie qui elle-même nourrit ce besoin de disponibilité continue. Les outils, qui étaient censés nous libérer, nous emprisonnent. Chaque alerte, chaque nouvelle notification est une incitation à oublier nos propres besoins, à nous effacer pour faire de la place à l'autre. Jung a observé ce phénomène sous un angle très particulier. Pour lui, la persona, cette facette sociale de notre personnalité, celle que nous présentons au monde, est souvent ce que nous utilisons pour répondre à ces attentes extérieures. La persona est une sorte de masque, une construction sociale qui nous permet de nous adapter aux normes de la société, de faire bonne figure. Mais qu'advient-il de nous quand nous nous identifions trop à cette persona, à cette image qui cherche sans cesse à satisfaire les demandes extérieures? Nous devenons des personnages, des spectateurs de nos propres vies. Dans cette dynamique, il est difficile de savoir où finit la persona et où commence l'individu véritable. Nous pouvons tellement nous perdre dans ce rôle social de la disponibilité que nous en oublions ce que nous ressentons vraiment, ce que nous voulons vraiment. La personne, en cherchant à répondre aux attentes extérieures, nous fait oublier notre propre vérité. Et ainsi, progressivement, nous perdons notre contact avec l'essence de ce que nous sommes. Pensez à tous ces moments où vous vous êtes senti épuisé par cette course constante. Peut-être que dans la soirée, après une journée de réponses incessantes, vous vous êtes retrouvé seul dans une étrange forme de vide. C'est comme si chaque demande, chaque sollicitation avait pris un peu de votre énergie vitale, vous laissant comme un automate dénué de toute vitalité intérieure. À ce moment-là, vous pourriez avoir la sensation de ne plus savoir qui vous êtes, de vous être laissé happer par les attentes des autres jusqu'à vous oublier. Jung expliquait que ce processus de perte de soi est insidieux et dangereux. La persona, bien qu'elle soit nécessaire dans certaines situations sociales, peut devenir une prison lorsque nous ne la remettons jamais en question. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque nous vivons sous la dictature de l'accessibilité. Nous perdons de vue qui nous sommes réellement. Nous nous efforçons tellement de jouer le rôle de l'individu disponible, serviable, que nous finissons par oublier de nous poser la question. Est-ce que cette persona reflète qui je suis profondément? Les conséquences psychologiques sont profondes. Cette érosion silencieuse de soi peut provoquer un sentiment d'anxiété constant, une pression qui ne cesse de croître. Nous nous sentons constamment obligés de répondre, d'agir, de donner. Mais à force de donner, que nous reste-t-il? Si notre énergie est constamment dirigée vers l'extérieur, comment pouvons-nous nous ressourcer? Comment pouvons-nous nous connaître? Nous devenons peu à peu étrangers à nous-mêmes. Le mythe de l'accessibilité infinie, donc, n'est pas seulement un produit de la société moderne, mais aussi une forme de manipulation psychologique subtile. Il nous incite à croire que notre valeur réside uniquement dans ce que nous pouvons offrir aux autres, dans notre capacité à être là pour eux. Mais ce n'est qu'un aspect de la réalité. Ce que l'on oublie souvent de dire, c'est que se donner aux autres sans se donner à soi-même n'est ni durable ni sain. En réalité, l'incapacité à poser des limites, à dire « non » finit par créer une distance intérieure qui est bien plus grande que toute distance extérieure. Il est crucial de comprendre que la disponibilité, lorsqu'elle est poussée à l'extrême, n'est plus une option choisie, mais une réponse automatique conditionnée par des facteurs externes. C'est ici que Jung nous invite à réfléchir profondément. Nous devons nous demander: sommes-nous vraiment disponibles ou sommes-nous simplement prisonniers d'une attente qui nous échappe? Imaginez que chaque fois que quelqu'un fait appel à vous, vous ne puissiez vous empêcher de répondre, peu importe l'heure, peu importe vos besoins personnels. Vous le faites parce que vous ne pouvez tout simplement pas dire non
comme si votre valeur dépendait de votre disponibilité, comme si votre existence n'avait de sens que dans l'acte de répondre aux besoins des autres. Vous vous sentez responsable des attentes des autres, vous êtes constamment en alerte, comme un soldat en guerre, prêt à intervenir à chaque appel. Cela commence souvent par un simple désir d'être utile. On nous enseigne dès l'enfance qu'il est important de prendre soin des autres, d'être là pour eux, d'agir avec bienveillance. Mais à force de répéter ce geste, une transformation subtile mais puissante s'opère. Ce n'est plus un acte de volonté, mais un réflexe conditionné. Vous cessez de vous poser la question de savoir si vous voulez vraiment aider ou si vous avez la capacité de le faire. Au lieu de cela, l'aide devient un fardeau, un poids constant, une obligation tacite. Et au fil du temps, ce fardeau devient psychologiquement insupportable. Vous ressentez une pression qui monte en vous, un malaise diffus mais croissant. Les émotions qui vous traversent ne sont plus authentiques. Elles sont devenues une réponse automatique à des stimuli externes. Vous commencez à vous demander si vous avez encore le droit d'avoir des désirs ou des besoins personnels. Vous vous sentez coupable si vous prenez du temps pour vous, comme si chaque moment de repos était un acte d'égoïsme. C'est à ce moment-là que la psychologie entre en jeu car ce phénomène n'est pas simplement un signe de dévouement. Il est le résultat d'un dysfonctionnement psychologique profond, celui de l'incapacité à établir des limites saines. Dire non devient une forme de violence, non pas envers les autres, mais envers soi-même. Cette incapacité à dire non est souvent liée à une peur de l'abandon, à une peur du rejet, ou encore à une peur de la confrontation. Mais ce qui est souvent ignoré, c'est que cette forme de dépendance émotionnelle aux demandes des autres finit par vous vider complètement. En psychanalyse jungienne, ce phénomène est lié au concept de l'ombre. L'ombre représente tout ce qui, dans l'inconscient, est rejeté ou refoulé, les aspects de nous-mêmes que nous ne voulons pas reconnaître ou accepter. Quand nous vivons pour répondre aux besoins des autres sans prendre soin de nous-mêmes, nous nourrissons notre ombre en la refoulant dans les recoins les plus profonds de notre psyché. Nous ignorons les signaux de notre corps, de nos émotions et de nos pensées qui nous disent que nous avons besoin de temps pour nous, que nous avons besoin de repos, que nous avons des limites. L'ombre, lorsqu'elle est ignorée, s'exprime de manière perverse. Elle peut se manifester sous forme d'anxiété, de dépression ou encore de ressentiment envers les autres. Nous accumulons ainsi des frustrations qui finissent par éclater d'une manière ou d'une autre, souvent de manière inattendue. Ce sont des émotions non exprimées, des besoins non satisfaits, des aspirations étouffées sous l'emprise de la disponibilité constante. Il est également intéressant de noter que psychologiquement, lorsque nous nous effaçons constamment au profit des autres, nous nous perdons dans une forme de dissociation. Nous devenons des observateurs distants de nos propres vies, incapables de ressentir une connexion véritable avec notre propre être. La dissonance entre ce que nous montrons aux autres et ce que nous ressentons intérieurement crée un déchirement profond. Nous ne sommes plus en mesure de savoir qui nous sommes réellement car nous avons mis de côté nos besoins au profit des attentes sociales. Le résultat, le sentiment de vide. Ce vide intérieur n'est pas un simple épuisement. Il est le signe d'un déséquilibre profond dans la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Nous devenons un peu plus étrangers à nous-mêmes à chaque instant où nous cédons à la pression externe. La douleur que nous ressentons en réponse à cette disponibilité infinie est celle de l'âme qui se déchire, qui se perd dans une quête constante de reconnaissance extérieure sans jamais recevoir la validation intérieure dont elle a réellement besoin. Le plus difficile dans cette situation est qu'en donnant sans cesse aux autres, nous croyons souvent que cela fait de nous de meilleures personnes. Nous nous sentons moralement supérieurs parce que nous nous sacrifions pour les autres. Mais en réalité, ce sacrifice peut devenir une forme de prison. Nous nous prisonnalisons dans un rôle où nous ne pouvons plus nous libérer de l'obligation de répondre à la demande incessante de l'extérieur. C'est ici que la pensée de Jung devient essentielle, l'individuation, le processus par lequel une personne atteint son potentiel complet, est entravée par ce mécanisme d'auto-abnégation. En ne prenant pas soin de nous-mêmes, en ne nous consacrant pas à notre propre développement intérieur, nous empêchons notre psyché de se réaliser pleinement. Nous restons bloqués dans une forme de dépendance émotionnelle et psychologique figée dans un rôle qui ne nous permet pas de grandir. Ainsi, l'impact psychologique de cette disponibilité constante
est bien plus profond qu'un simple épuisement physique. Il s'agit d'une altération de notre identité. Et c'est ce qui fait que Jung nous met en garde contre ce phénomène. En cédant constamment à l'appel des autres, nous perdons notre capacité à répondre à notre propre appel intérieur, celui qui nous pousse à nous connaître et à nous réaliser. Et si au lieu de répondre à chaque appel de chaque sollicitation, de chaque attente extérieure, vous osiez simplement ne pas répondre, et si dire non devenait votre acte de résistance, un acte de préservation de vous-même, un acte de révolte contre la tyrannie de la disponibilité. Le véritable changement ne se produit pas lorsque l'on répond aux besoins des autres sans cesse, mais lorsque l'on choisit délibérément de se désengager de ce cycle. Ce n'est pas un rejet des autres, ce n'est pas un manque de générosité, mais une reconquête de votre espace psychologique, un retour vers vous-même. C'est un acte révolutionnaire, car dans une société qui valorise la productivité et l'engagement constant, dire non est perçu comme une forme de faiblesse. Pourtant, c'est précisément ce non qui nous permet de retrouver notre force intérieure. Le processus commence par la reconnaissance. Reconnaître que vous n'êtes pas une machine. Reconnaître que vous avez des limites et que vos besoins sont tout aussi importants que ceux des autres. C'est là que réside l'essence de la guérison psychologique, le fait de prendre conscience que pour pouvoir offrir aux autres ce que vous avez de meilleur, vous devez d'abord prendre soin de vous-même. Une personne qui ne s'arrête jamais pour respirer, pour se ressourcer, finit par se vider. Lorsque vous cessez d'être toujours disponible, vous ne vous éloignez pas des autres, vous vous rapprochez de vous-même. En vous permettant de dire non, vous ouvrez la porte à une nouvelle forme de relation. Une relation plus authentique, plus équilibrée, où vous êtes présent, non pas par obligation, mais par choix, avec une énergie renouvelée et un esprit clair. Cela peut sembler difficile au début, car la culpabilité viendra frapper à votre porte. Mais si je dis non, les gens vont m'abandonner. Je vais les décevoir. Je vais être perçu comme égoïste. Ces pensées, bien que compréhensibles, ne sont que des échos des attentes sociales qui vous ont façonné. La vérité, cependant, est que ceux qui vous entourent, véritablement les gens qui vous respectent pour qui vous êtes, non pour ce que vous faites pour eux, comprendront votre besoin de prendre soin de vous-même. En fait, en choisissant de dire « non », vous leur donnez aussi l'exemple qu'il est essentiel d'établir des limites pour préserver son équilibre intérieur. Il y a une profonde ironie ici, c'est en arrêtant d'être toujours disponible que vous devenez réellement disponible, pour vous-même. Et c'est cela qui, à terme, vous permettra de mieux servir les autres. Nous avons tous, à un moment donné, rencontré des personnes épuisées, accablées par les demandes constantes des autres, qui en réponse finissent par perdre tout sens de leur propre identité. Ces personnes, bien qu'ayant de bonnes intentions, sont souvent incapables de donner quoi que ce soit de véritablement nourrissant car elles se sont vidées d'elles-mêmes. Le vrai don ne peut venir que de l'abondance, pas de la pénurie. En psychanalyse, on parle souvent de la nécessité de se différencier de la masse pour pouvoir s'épanouir pleinement. Jung parlait de l'individuation comme étant ce processus par lequel l'individu se détache des attentes extérieures pour retrouver son propre chemin. C'est exactement ce que vous faites lorsque vous dites « non ». Vous vous dissociez des attentes externes et vous faites le choix conscient de vous reconnecter à votre propre être. Ce faisant, vous revenez à vous-même. Vous vous affirmez comme une entité indépendante, capable de choisir ce qui est bon pour vous. Mais dire non ne signifie pas uniquement une absence de réponse. C'est une affirmation de votre souveraineté intérieure. Dire non, c'est affirmer votre droit à être en paix avec vous-même, à ne pas être dicté par les impératifs des autres. C'est une forme de réflexion active, un acte de maturité psychologique, où l'on choisit consciemment de ne pas se laisser entraîner dans les exigences infinies du monde extérieur. Il existe un pouvoir immense dans cette décision, celui de se libérer. Ce pouvoir vous permet de ne plus être esclave des attentes des autres. En rejetant cette pression constante, vous accédez à un espace intérieur, un lieu où vous pouvez respirer, réfléchir et finalement vous retrouver. Cela n'est pas un acte d'égoïsme, mais d'autopréservation. Ce n'est qu'en étant pleinement connecté à soi que l'on peut offrir quelque chose de précieux aux autres. Vous devenez plus clair, plus centré, plus entier, et ce qui en découle, c'est une meilleure qualité de relation avec ceux qui vous entourent. Une relation fondée sur le respect mutuel, sur l'authenticité,
Jung nous enseigne que l'individuation ne se fait pas dans la soumission aux normes extérieures, mais dans l'acceptation de soi. Se dire non à soi-même et aux autres, c'est aussi accepter que vous avez le droit de choisir. Et ce droit est une clé qui ouvre la porte à une nouvelle manière de vivre plus équilibrée et plus pleine. Il y a une étrange contradiction dans notre monde moderne. D'un côté, nous valorisons l'individu capable de répondre à chaque demande, chaque appel, chaque attente avec une efficacité et une rapidité impeccables. De l'autre, nous nous retrouvons dans un tourbillon de stress et d'épuisement, comme si la société nous imposait une tâche impossible à accomplir, à être tout à la fois partout, pour tout le monde, tout le temps. Mais la véritable question que nous devons nous poser est la suivante. Pourquoi cette disponibilité constante est-elle non seulement attendue, mais même récompensée par la société? Pourquoi avons-nous l'impression que dire non est presque un affront à ceux qui nous entourent? Pourquoi cette pression est-elle aussi présente, presque invisible, mais indéniablement réelle? La réponse en grande partie réside dans l'idée même de société et dans ce que cette société valorise. Nous vivons dans un monde où la productivité est élevée au rang de vertu suprême, où l'individu doit constamment se prouver par ses actions, son efficacité, sa capacité à répondre instantanément aux demandes des autres. Ce modèle s'infiltre dans chaque aspect de nos vies, qu'il s'agisse du travail, des relations personnelles ou même de notre rapport à la technologie. Chaque message non répondu, chaque demande non satisfaite est perçu comme un échec, comme une rupture avec la norme. Dans ce contexte, dire non peut être perçu comme un acte d'égoïsme. Nous sommes conditionnés à croire que refuser de donner de notre temps, de notre énergie ou de notre attention revient à trahir la relation. Cela peut aussi être vu comme une forme de non-communauté où l'individu choisit de se mettre à l'écart du réseau social ou familial. Au lieu d'être vu comme une forme de préservation de soi, le refus d'être toujours disponible devient un signe de manque d'engagement, voire d'indifférence. C'est une attente sociale profondément ancrée, l'individu doit être là pour les autres tout le temps. Mais pourquoi cette norme est-elle si bien ancrée? Pourquoi cette culture de la disponibilité est-elle si imposante au point de presque exclure toute alternative? Cela tient en partie au fait que l'homme, en tant qu'être social, a un besoin fondamental de reconnaissance et d'appartenance. Dans une société de plus en plus individualiste, le moyen de maintenir des liens et de renforcer sa place dans la société est souvent de se rendre disponible, d'être réactif et de répondre aux besoins des autres. Être toujours là pour les autres donne l'impression d'être utile, d'avoir une fonction sociale, de maintenir un lien. Mais ce lien qui semble initialement enrichissant finit souvent par devenir une cage, une forme d'attachement non seulement à l'autre, mais aussi à des attentes et à des demandes qui ne cessent de se multiplier. L'idée de limite dans ce cadre devient presque révolutionnaire. En refusant d'être toujours disponible, nous remettons en question l'idée même de ce qu'est une relation authentique. Une relation authentique ne peut pas reposer sur la soumission constante aux attentes de l'autre, mais plutôt sur un respect mutuel des besoins et des limites de chacun. Lorsque nous disons « non », nous affirmons non seulement notre droit à l'espace et à la solitude, mais aussi notre droit à exister indépendamment des besoins des autres. Cela n'est pas un acte de rejet, mais une affirmation de l'intégrité de notre propre être. Pourtant, dans la société actuelle, cet acte de dire « non » peut parfois se transformer en un acte de rébellion, voire de marginalisation. L'ombre de la disponibilité, c'est cette pression invisible, mais omniprésente qui pèse sur nous et qui nous pousse à croire que nous devons être constamment là, constamment impliqués. Dire non, refuser cette pression sociale peut sembler une forme de désobéissance, un affront à l'ordre établi. Mais cette désobéissance n'est-elle pas ce que nous devons au plus profond de nous-mêmes? Ne s'agit-il pas d'une forme de libération du contrôle extérieur, de la possibilité de se reconnecter à notre propre essence? Dans le même temps, il est important de noter que ces attentes sociales ne sont pas seulement imposées par l'extérieur, mais aussi par notre propre inconscient collectif. Nous avons par culture et éducation intériorisé ces attentes. Nous avons intériorisé le besoin d'être constamment là, d'être disponible pour les autres, à tel point que cette obligation devient presque un instinct. Dire « non » dans ce contexte devient une lutte contre cette partie de nous qui est conditionnée à répondre, à se sacrifier, à toujours être prête à donner.
Mais l'important ici est de comprendre que cette pression de toujours être disponible, cette quête incessante de validation à travers l'acte de répondre aux demandes des autres, n'est pas simplement une contrainte sociale. C'est un mécanisme de contrôle subtil, une manière de maintenir l'individu dans un état d'adaptation constante, de manière à ne jamais lui permettre de prendre du recul, de se questionner sur ce qu'il veut vraiment. En disant non, nous entrons dans un espace où nous pouvons enfin nous poser cette question essentielle. Qui suis-je vraiment quand je cesse de jouer ce rôle imposé par les autres? Et c'est ici que le processus de réalisation de soi, d'individuation, peut réellement commencer. Il est souvent difficile de concevoir que l'isolement, l'absence de réponse, l'inaccessibilité puissent être des sources de transformation. Dans une société où la connectivité semble être le seul gage de succès et de bien-être, prendre le choix délibéré de se couper même temporairement de l'agitation extérieure peut paraître étrange, voire contre-productif. Pourtant, c'est précisément dans cette absence d'accessibilité immédiate, dans ce retrait temporaire que réside un potentiel de transformation psychologique profond. Imaginez un instant. Vous cessez d'être constamment en ligne, vous éteignez les notifications, vous refusez les demandes incessantes, vous vous retirez dans un espace de calme et de solitude. Au début, peut-être ressentirez-vous une gêne, une angoisse profonde, presque une sensation de manque. Le manque d'approbation, le manque de sollicitation, cette impression que vous vous déconnectez non seulement des autres, mais aussi de votre propre identité sociale. C'est comme si pendant un moment vous disparaissez de l'espace social et le monde continue sans vous comme s'il n'avait pas besoin de vous. Cette peur initiale de l'abandon ou de la déconnexion est naturelle. Mais au bout d'un moment, une chose étonnante commence à se produire. Vous commencez à vous retrouver. En vous retirant des exigences incessantes, vous vous offrez un cadeau inestimable, le temps pour vous-même. Ce temps que vous passiez à répondre à l'extérieur, à remplir les attentes des autres et d'autres, vous l'utilisez désormais pour vous reconnecter avec vous-même, pour explorer vos pensées, vos désirs, vos passions enfouies. En d'autres termes, vous arrêtez de courir après les attentes externes pour commencer à courir après ce qui fait sens pour vous, ce qui vous nourrit véritablement. C'est ici que le concept de l'individuation, cher à Carl Jung, prend tout son sens. Jung définissait l'individuation comme le processus par lequel un individu devient pleinement lui-même en se libérant des influences externes et en intégrant les parties refoulées ou ignorées de sa psyché. Ce processus de transformation implique une confrontation avec notre propre ombre, ces aspects de nous-mêmes que nous avons négligés ou ignorés en raison des attentes sociales ou de notre incapacité à prendre du temps pour nous. Lorsque vous vous retirez de l'agitation quotidienne et que vous vous offrez une période d'inaccessibilité, vous commencez à rencontrer ces parties oubliées de vous-même. Peut-être découvrirez-vous des passions ou des talents cachés que vous aviez abandonnés au profit de la disponibilité pour les autres. Peut-être serez-vous amené à confronter des peurs ou des désirs refoulés. Ce moment de solitude, loin de vous isoler, vous permet de vous redécouvrir dans toute votre complexité. Vous reprenez le contrôle de votre existence, non pas en fonction des besoins des autres, mais en fonction de ce qui vous est essentiel. Ce processus de redécouverte de soi est profondément libérateur. En cessant d'être toujours disponible, vous vous offrez la possibilité de vous réinventer, de renouveler votre relation à vous-même et aux autres. Vous devenez plus conscient de vos propres besoins et désirs, et vous apprenez à reconnaître ce qui vous nourrit véritablement, ce qui vous fait grandir. Vous n'êtes plus contraint de vous adapter à des rôles imposés, à des attentes irréalistes. Vous devenez l'auteur de votre propre histoire. Et paradoxalement, en vous retirant de l'accessibilité constante, vous découvrez aussi une nouvelle manière d'être en relation avec les autres. Une relation qui n'est plus fondée sur la soumission aux attentes, mais sur une authentique connexion. Lorsque vous êtes pleinement vous-même, sans être constamment en train de répondre aux besoins des autres, vous attirez naturellement des relations plus sincères, plus profondes. Ce que vous avez à offrir en tant qu'individu véritable n'est plus une réponse à une demande extérieure, mais une contribution authentique à l'épanouissement de l'autre. De plus, cette capacité à dire non et à ne pas être toujours disponible a un impact direct sur votre énergie. Vous cessez de vous disperser en 1000 directions et commencez à concentrer votre énergie là où elle est réellement nécessaire. Vous vous libérez des obligations futiles, des relations superficielles
et vous vous engagez dans une voie de vie qui est nourrissante et pleine de sens. C'est en choisissant d'être moins disponible pour ce qui est secondaire que vous devenez pleinement disponible pour ce qui est véritablement essentiel à votre épanouissement. Le processus de transformation, cependant, ne s'arrête pas là. En vous éloignant des attentes sociales, vous découvrez également un nouvel espace de liberté intérieure, un espace dans lequel vous pouvez vous exprimer sans crainte de jugement. Ce processus de libération vous permet de vous affirmer, de défendre vos limites et de choisir votre voie en toute autonomie. Il ne s'agit plus de satisfaire constamment les désirs des autres, mais de suivre votre propre chemin. Ce chemin est unique. Il est le vôtre et il ne peut être tracé que par vous, en vous basant sur ce que vous ressentez profondément, sur ce qui vous fait réellement vibrer. Il est essentiel de comprendre que ce processus n'est pas facile. La tentation de revenir à l'ancien modèle, celui de la disponibilité infinie, sera toujours présente. Les attentes extérieures, et c'est ce que les pressions sociales sont puissantes et persistantes. Mais en apprenant à dire non, vous développez une force intérieure qui vous permettra de résister à ces pressions et de rester fidèle à votre propre vérité. Vous devenez le gardien de votre propre espace mental et cela vous permet de vous épanouir dans une vie plus consciente, plus authentique, plus riche. Quand vous cessez d'être toujours disponible, tout change. Mais ce changement n'est pas seulement extérieur, il se joue avant tout à l'intérieur de vous. Vous vous redécouvrez. Vous redonnez du sens à vos actions, à vos relations et même à vos pensées. Vous cessez de vous définir par ce que les autres attendent de vous et commencez à vous définir par ce que vous êtes réellement au-delà des attentes et des pressions externes. Il existe une immense force dans cette décision de vous désengager. Une force qui ne se manifeste pas dans la capacité à répondre plus vite ou plus efficacement aux sollicitations des autres, mais dans la capacité à vous écouter, à vous donner de l'espace, à honorer vos besoins sans culpabilité. C'est dans cet espace que naît la possibilité de grandir, de vous réaliser pleinement en tant qu'être unique et complexe. La transformation intérieure qui découle de cette décision de ne plus être constamment disponible n'est pas immédiate. Elle demande du courage, du temps et parfois même des sacrifices. Mais elle est nécessaire si vous souhaitez échapper à la fatigue chronique, à la perte de sens, à la déconnexion de soi. C'est un chemin qui vous invite à explorer votre ombre, à redéfinir vos limites et à retrouver votre pouvoir personnel. Parce qu'au fond, ce qui est en jeu, ce n'est pas simplement le fait de dire non à ceux qui vous sollicitent, mais de dire oui à vous-même, à votre bien-être, à votre vérité intérieure. Cette quête de l'individuation qui se trouve au cœur de la pensée de Carl Jung est avant tout un appel à ne pas se perdre dans les attentes sociales, mais à se retrouver dans l'intimité de son propre être. C'est en vous retirant des pressions constantes, en refusant de toujours être à la disposition des autres, que vous pouvez réellement commencer à vous comprendre et à vous connaître. Car la vérité ne peut être trouvée que dans le silence de l'âme, loin des bruits et des distractions du monde extérieur. Peut-être, au fond, que ce changement que Jung évoque est justement celui-là, une libération de la personne sociale que nous jouons chaque jour pour enfin révéler l'être humain authentique que nous avons toujours été, mais que nous avons trop souvent ignoré. Peut-être que tout ce que nous avons à faire, c'est de faire une pause, de nous permettre de nous absenter de ce tourbillon incessant et d'accepter le silence, parce qu'il est dans ce silence que vous pourrez entendre votre propre voix. Alors, à partir de maintenant, réfléchissez à cette question: quand avez-vous pris du temps pour vous retrouver? Quand avez-vous cessé d'être disponible pour tous afin de vous rendre disponible à vous-même, reprendre possession de soi-même? C'est une démarche de courage et d'amour envers soi. C'est un acte profondément humain et c'est ainsi que, paradoxalement, en cessant d'être toujours là pour les autres, vous pouvez enfin être pleinement là pour vous-même.